Javier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Vous Non, êtes merci. discret dans les médias, donc c'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir, de discuter football avec vous. Est-ce que si vous pouvez, dans un premier temps, dire qui est Javier Ribalta aujourd'hui, comment est née la passion du football et petit à petit, comment vous avez fini directeur du foot à Marseille en gravillant les échelons avec Novara, Manchester United, Juventus, une grande carrière. D'où est née cette passion du football? Normalement, comme beaucoup de jeunes, on aime le foot depuis petit, non? Et je jouais, même si j'étais pas un top joueur, mais on a toujours la passion pour le foot, non? Depuis petit. Et après, je suis de Barcelone, j'ai grandi à Barcelone. C'est passion depuis petit. Après, j'ai joué, j'ai fait comme coach aussi. J'étais coach de garçons. Après, un peu en plus, j'ai commencé à travailler dans le monde professionnel, dans un club de 3e division. Et j'ai eu l'opportunité d'aller en Italie quand j'étais en 3e division en Espagne, pour Torino. Le directeur sportif de Torino il m'a appelé, je le connaissais de Barcelone et je suis allé bien sûr parce que pour moi toujours l'Italie c'était un pays que j'aimais, non? Parce que Pays tactique, et après les années 90, 2000, c'était très, pour nous, je pense pour tout le monde, non? L'Italie c'était un championnat très très intéressant. Et oui, je suis allé à Turin et après un an à Torino comme chief scout. Après, je suis allé à Milan. Là-bas, j'ai travaillé comme scout en académie, centre de formation ici en France. Et après Milan, j'ai fait Novara. Novara était en Serie A cette année comme chief scout. Après Novara, je suis allé à la Juve, que là-bas c'était, on dirait, pas important pour moi, parce que quand tu es responsable de scouting à la Juve, j'étais 33, 32. Donc j'étais jeune et j'étais responsable de scouting à la Juve. Et j'ai fait 5 ans à la Juve comme responsable de scouting. Et la vérité, c'était des années très, très belles parce qu'on a gagné les championnats tous les ans. On a fait 2 finales de Champions League, même si on a perdu. C'était pas facile, mais ok, cette année à la Juve, c'était très, très belle. Et après 5 ans, je suis parti à Manchester United, toujours comme chief scout. Il était José Mourinho comme entraîneur à Manchester. C'était une expérience que c'était bien, j'étais content, mais j'ai reçu une offre très importante de Zenit comme directeur sportif. Donc pour moi, c'était la première opportunité, non, comme directeur sportif. C'était encore un pas au-dessus. Et oui. Petit à petit au-dessus. Donc, oui, même si j'étais bien à Manchester, parce que c'est un très grand club et tout ça, mais pour moi, l'opportunité d'être directeur sportif, c'était intéressant. Et je suis allé en Russie, 3 ans là-bas. Bien, belle expérience. Et après, je voulais retourner pour une question un peu plus personnelle en Europe, on va dire en Europe ici plus proche. De chez vous. Oui. Pablo, c'est un homme passionné de football aussi, comme vous. Comment on travaille avec Pablo? Comment on arrive à former un duo pour pouvoir travailler ensemble, sachant que c'est très rare, les présidents qui aiment autant le football et qui ont autant la main mise sur l'aspect tactique, les profils des joueurs, l'analyse, c'est très rare. Les présidents, souvent, c'est des gens derrière, un peu businessman. Pablo, c'est un vrai passionné. Comment on travaille en duo?
Ouais, je pense que c'est normal que Pablo il regarde plus à la part football parce qu'il vient de scouting, il vient de ça, donc c'est normal. Comme tu dis, normalement, le président il vient de business ou je sais pas, d'autres choses, mais quand tu viens de scouting, quand tu viens de travailler comme ça avec sa passion, je pense que c'est normal que comme président tu regardes, hein, c'est pas ça. Travailler avec lui, c'est facile parce qu'on se connaît depuis longtemps, et on a travaillé ensemble aussi. Et je pense que on est complémentaires aussi parce qu'on est un peu différents, mais caractériellement on est différents, non? Même quand on a travaillé ensemble à la Juve, et peut-être que lui est plus méthodique, lui est plus étude tout, non? Et moi, peut-être que je suis plus, j'ai une vision un peu, comme dire, extérieure, mais j'ai une vision un peu plus de sensibilité, peut-être, dans la situation et comprendre un peu le global. Pour ça qu'on travaille bien et caractériellement aussi, on est différents. Donc, ça fait qu'on est complémentaires parce que je suis un peu plus tranquille, lui est plus d'énergie. Ouais. Pour travailler, on complémente bien. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment se fait l'analyse jusqu'à la signature d'un joueur? Comment vous analysez le profil? C'est quoi la méthodologie? C'est quoi le chemin Ouais. pour arriver jusqu'à la signature d'un joueur? Comment vous travaillez? Oui. Alors, la première chose, je pense que c'est de comprendre bien, discuter bien avec ton entraîneur, ton coach, pour comprendre quel profil tu cherches. Si on parle d'un gardien ou d'un arrière droit, comment il doit être, avec quelles caractéristiques. Ça, je pense qu'on doit décider ensemble avec l'entraîneur. Normalement, si tu travailles avec un entraîneur, tu comprends bien qu'est-ce qu'il veut de ce joueur, non? De ses positions. Après ça, il part le scouting. Le scouting, c'est important. On a une structure scouting avec des personnes qui voyagent partout. Après, bien sûr, on a un responsable scouting qui fait le filtre de ce que les scouts ils ont vu. On a les data aussi, le département de data, parce qu'aujourd'hui, les data c'est important pour faire un travail complet, on va dire. Après ça, on étudie ensemble. Après, moi, Pablo, David, Frio, on parle avec le coach pour voir un peu quel profil il préfère dans un shortlist de 3-4 joueurs. Et on décide ensemble, mais après il y a la part financière, c'est pas que toujours tu peux décider quel joueur, le numéro 1, tu le prends. Des agents, des situations qu'il faut que c'est pas, tu dois avoir une liste de 3-4 joueurs. Et après, on avance dans les marchés, que c'est une chose normale de négociation, de tout ça. Mais le procès, je pense que, comme tu dis, c'est avoir clair avec le coach qu'est-ce qu'on veut, regarder avec le scouting et les data qu'est-ce qu'on a, ok, analyser bien et aller négocier. On a vécu une saison riche en émotions, pour Igor Tudor aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On l'a senti un petit peu plus fatigué à la fin, plus difficile dans la gestion du groupe. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il parte? Vous vouliez qu'il continue à l'OM? Oui, on pensait pas qu'il avait demandé de partir. On pensait pas parce que on était content et on pensait que lui aussi. Mais je pense que lui était content. Le problème, c'était un peu plus qu'il n'avait pas l'énergie pour continuer, non? Mais voilà, c'est comme ça à la fin.
c'est un peu notre travail de action-réaction, non? Et s'il a un souci, s'il a quelque chose, il faut intervenir. Et on comprend la personne, on comprend avant tout la personne, avant le coach. Et c'était comme ça. Donc, c'est fini avec Igor. Mais la vie continue et on aura un nouveau coach. On a eu Sampaoli en 2021, Tudor en 2022, Marcelino en 2023. Est-ce que c'est une volonté personnelle de vous de vouloir régénérer l'effectif, mettre un second souffle à chaque fois avec de nouveaux coachs? Ou est-ce que quand vous signez un coach, l'idée quand même, c'est de continuer avec lui sur 2-3 ans au moins? Oui, non, l'idée de club, c'est toujours d'avoir, je pense, minimum 2-3 ans. Mais c'était comme ça, c'est pas facile. Jorge a décidé de partir, Igor a décidé de partir et c'est pas la situation idéale pour le club, bien sûr, parce que tu dois tout changer et tu dois recommencer, non? Et c'est pas la situation idéale, mais je répète qu'on est ici pour trouver des solutions et on va faire. Igor Tudor, il avait une philosophie de jeu très particulière, le marquage individuel, un jeu très vertical. Qu'est-ce qui va changer concrètement entre Igor Tudor et Marcelino? Pour le supporter marseillais, qu'est-ce que vous pouvez expliquer sur la philosophie de jeu de Marcelino? Alors, c'est clair que Marcelino ne marque pas homme comme Igor il faisait. Je pense qu'il change un peu, bien sûr, tous les particuliers comme le marquage en homme, le système de jeu que c'est différent et tout ça, mais il a aussi des choses qui sont similaires comme la verticalité, comme si on parle de terrain, parce que si on parle hors terrain aussi c'est similaire, c'est rigueur, c'est travail, c'est sérieuxité, et je pense que ça, Marcelino il a ça, Igor il avait ça aussi. Dans le terrain, c'est toujours 4, toujours 3, c'est déjà différent parce que tu as les latérales sont différents. C'est toujours en 4, c'est toujours pas. Le défenseur central, il ne marque pas homme, il marque en zone. Et après, on va voir un milieu de terrain et en avant comment il va changer. Mais dans la philosophie, Marcelino, c'est un entraîneur de transition vite, d'équipe physique aussi, d'équipe qui arrive à la surface avec beaucoup de joueurs. Et donc, oui, il va changer les particuliers du système de jeu, comme toujours, mais après, il y a des choses qui sont similaires, non? Parce qu'on veut aussi presser, on va presser différent, je pense, mais on va presser. On va arriver à la surface avec beaucoup de joueurs. Marseille, c'est incroyable parce que le slogan, c'est une philosophie de jeu, droit au but. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, tant que vous serez à l'Olympique de Marseille, la seule philosophie qui sera acceptée, c'est une philosophie droit au but? C'est l'identité du club, non? Et l'identité de supporters de la ville. Et tu ne peux pas changer ça, ou prétendre de changer ça. Ou mieux, tu dois chercher d'aller dans sa direction. Et je pense que comme tu as dit, et comme on a parlé d'entraîneurs de la dernière saison ou de la prochaine saison, ils vont droit au but. Après, comment, c'est d'une façon différente, mais ils vont droit au but. Et je pense que c'est important à nous aussi comprendre ça, parce que le Vélodrome, les supporters, la ville, c'est des supporters passionnés et que je pense qu'ils s'attendent ça de l'équipe. Comment vous allez faire justement pour que les résultats soient meilleurs au Vélodrome? Est-ce qu'il y aura un travail, pas forcément mental ou psychologique, mais je pense que vous avez aussi envie que les résultats soient bien meilleurs au Vélodrome. Marseille est très bon à l'extérieur depuis 2 ans, mais un peu moins à domicile. Pour vous, quel est le problème au Vélodrome et comment régler le problème justement? C'est une bonne question qu'on se fait toujours, non? Et
peut-être que la première chose, c'est parler pas de ça commencer à gagner des matchs à domicile. Il faut changer cette négativité parce qu'aujourd'hui, on doit finir avec ça, on doit prendre l'énergie qu'a le Vélodrome dans une façon positive et utiliser ça pour gagner des matchs et pour faire vraiment du Vélodrome un stade très, très difficile, non? Et pour les adversaires. C'est une chose que l'entraîneur et l'équipe doivent trouver ensemble parce que c'est pas une chose que moi, je peux pas faire. Ah, ok, maintenant on doit gagner. Ok, mais comment? Donc, je pense que c'est un peu qu'on doit chercher de prendre cette négativité, transformer dans une chose positive et comment on va voir avec l'entraîneur, avec les joueurs, parce que aussi les joueurs, ils doivent sentir ça, ils doivent sentir qu'ils jouent à la maison et qu'on est fort. On est fort parce qu'on est chez nous. Et ça, c'est une chose que ensemble, les joueurs et l'entraîneur, ils doivent sentir bien. Là, on vit une période très particulière, le mercato. Ça va à 100 à l'heure, je pense que vous avez des journées bien remplies. Comment on travaille un mercato, et surtout celui-là, parce qu'il va y avoir le tour préliminaire de Ligue des Champions, les barrages. Est-ce qu'on peut s'attendre à un mercato rapide, ou en tout cas plus rapide que l'année dernière? C'est vrai qu'on a les barrages et qu'on doit être prêt pour les barrages. Mais c'est aussi vrai qu'on ne doit pas précipiter. On ne doit pas prendre des décisions qui après peut-être qu'ils ne sont pas les corrects. Non? Oui, on doit faire plus vite parce qu'on a besoin, c'est une chose normale. Mais après, on doit regarder bien et pas entrer dans cette, comment dire, précipitation. Oui. Le marché, il est toujours le même. Au commencement, ok, tu fais ce que tu dois faire vite, 2-3 joueurs, mais après, toutes les équipes attendent un mois d'août. Et c'est pas facile faire tout à début de mercato. Donc oui, on va commencer, on va faire parce qu'on a besoin plus tôt possible, mais sans précipitation. Est-ce que ce sera un mercato plus d'opportunités ou un mercato avec des moyens quand même pour construire une équipe compétitive? Parce que là, avec le changement de système, je suppose qu'il y a des postes qui sont ciblés. Et si d'ailleurs vous pouvez nous dire quels postes sont prioritaires sur le mercato aujourd'hui? Je pense qu'on avait besoin de personnaliser un peu les recrues à un nouveau coach. Non? Et on avait des prêts, on avait des joueurs qui sont en fin de contrat ou des situations comme ça qu'on doit faire. Je pense qu'on doit faire un peu dans tous les secteurs, oui. On doit améliorer, on doit chercher d'améliorer l'équipe. Et on doit adapter les nouveaux joueurs à un nouveau coach. Au mercato d'hiver, vous avez recruté Vitinha pour une somme de 32 millions d'euros. Il y a eu les 6 mois d'adaptation, il a quitté son pays, il est très jeune, il faut être patient avec Vitinha. Qu'est-ce que vous attendez de lui la saison prochaine? Il va faire la préparation avec l'équipe, il va faire une année complète avec l'Olympique de Marseille. Dans le profil, il correspond totalement à la mentalité marseillaise et à ce que veut le Vélodrome et cette ville. Maintenant, il faut qu'il prenne de la confiance. Qu'est-ce que vous attendez pour lui la saison prochaine? Oui, comme tu as dit, c'était pas facile pour lui d'arriver comme il est arrivé, mais ok, on s'attend qu'il commence à se sentir bien ici à Marseille, à la ville et au club et à travailler. Parce qu'après, quand il commence à travailler normalement, à faire une préparation normale, à partir avec l'équipe depuis le commencement, je pense qu'il va faire qu'est-ce qu'il doit faire. Après, on ne sait jamais avec des attaquants jeunes s'il va faire 30 buts ou 100. C'est un peu... On l'a acheté parce qu'on pense qu'il a de bonnes qualités et qu'il peut faire. Mais avec les attaquants jeunes, il faut avoir patience aussi parce que
pour l'attaquant, il faut un peu que toute l'équipe marche comme il doit marcher, non? Et pour l'attaquant, pour faire des buts. Dans les championnats de l'année dernière, on avait 2 attaquants jeunes dans les top buteurs, non? Comme Balogun et Jonathan David. Après, ok, Kylian Mbappé, que c'est un autre, un autre niveau, mais il y a aussi des attaquants expérimentés comme normalement Lacazette, Alexis, Ben Yedder. Pour l'attaquant jeune, c'est pas facile et il doit trouver l'environnement parfait pour lui pour faire bien. Donc j'espère que Vitinha il va trouver avec nous, il va trouver bien et après la confiance, c'est fondamental la confiance pour un attaquant et quand tu fais un début, après c'est plus facile, sinon tout le monde parle et tu es plus bloqué. Donc, j'espère qu'avec une préparation normale, même s'il n'est pas normal parce qu'il est maintenant avec les espoirs de Portugal, mais ok, il va partir avec nous et il va faire, je pense, j'espère, une bonne saison. Vous avez une belle relation aussi avec Alexis Sanchez. Vous l'avez fait venir à Manchester United, vous l'avez fait venir à l'Olympique de Marseille. Déjà, dans un premier temps, comment vous l'avez convaincu de venir à l'OM? Comment vous avez présenté le projet? Et est-ce que la volonté du club, je suppose, c'est qu'Alexis continue? Et est-ce qu'il devrait continuer à l'Olympique de Marseille? Alors, avec Alexis, on a parlé avec son agent l'été dernier. On a trouvé, je pense qu'il a trouvé la meilleure solution et on a trouvé la meilleure solution parce qu'il voulait jouer dans un club compétitif, il voulait jouer la Champions League. Et nous, on avait besoin d'un joueur de niveau de Alexis pour jouer la Champions League aussi, pour grandir un peu. Donc, je pense qu'on a trouvé ensemble la situation parfaite pour tous les deux. Dans ce moment, on a discuté, ok, on fait un an ensemble et on se parle à la fin de la saison si on est content, si on veut continuer, comment dans la part d'Alexis, dans notre côté aussi. Donc, maintenant, la situation, c'est qu'on a discuté, on attend le nouveau coach parce que pour lui, c'est aussi important de connaître qui arrive et on va voir dans les prochains jours parce que c'est vrai qu'il a des offres importantes aussi. Et on doit discuter ensemble, nous, avec le nouveau coach, lui, avec son entourage, avec nous, et après, on va décider. Je ne peux pas dire aujourd'hui il va continuer ou pas, parce que je ne sais pas, c'est la vérité. Okay. Est-ce que c'est possible, sur ce mercato, de voir un autre joueur du standing d'Alexis Sanchez débarquer à Marseille pour apporter l'expérience, la connaissance du très haut niveau? Parce qu'on a vu Alexis Sanchez, même au-delà juste de la qualité technique, tout le monde la connaît. C'est quelqu'un qui, par sa personnalité, son envie de toujours gagner, arrive à transmettre ça à tout le groupe. Est-ce que c'est une volonté chez vous de recruter un joueur qui a cette culture de la gagne, cette culture des grands clubs et des grandes compétitions? Je pense oui. Je pense qu'on cherche toujours d'améliorer l'effectif. Et pour améliorer l'effectif, parce que l'effectif est bon maintenant, donc pour améliorer, il faut recruter des grands joueurs, non? Après, qu'on arrive ou on n'arrive pas, c'est différent parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le mercato a changé un peu. Il y a l'Arabie Saoudite maintenant, il y a l'Angleterre, il y a des marchés qui ont beaucoup d'argent. Donc, c'est pas facile comme dans le passé, non? Maintenant, c'est un peu plus difficile. Mais on doit être très attenant au marché, on doit à les opportunités et après je pense qu'on peut trouver quelques joueurs grands. On est en discussion avec des joueurs que je pense qu'ils ont le haut niveau. Donc oui, notre idée c'est ça. Après,
qu'on arrive ou on n'arrive pas. Des fois, il ne dépend pas que de toi, non? Il dépend du marché, des autres joueurs, des entourages, des agents. C'est pas que toujours on décide tout, non? Mais notre volonté, c'est ça, oui. On a eu un peu peur de ce qu'a dit Chancel Mbemba il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avenir de ce joueur à l'Olympique de Marseille? Il n'y a pas de doute qu'il va rester parce que je pense qu'il est un défenseur, il est un joueur expérimenté. Je pense qu'il ne cherche pas un changement à cet été, Cet été. été. Donc, je pense qu'il veut un peu de stabiliser la famille et tout, et même lui, il aime être ici. Donc, je pense que... oui, non, je pense qu'il est très content, mais on doit parler avec lui plus qu'avec moi, mais je le sens comme ça. Et donc, je pense que Chancel, il va rester. Il y a un truc incroyable, quand même, chez vous et Pablo, c'est que des fois, il n'y a même pas une rumeur, il n'y a vraiment rien. Bam, un joueur a signé. Comment vous faites pour être aussi discret et est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Oui, pour nous c'est important et on demande à tous les parts d'être très discret parce que oui, j'aime beaucoup ce moment que, non, quand personne ne sait rien et il arrive le joueur, bam. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de parts. Il y a le club, l'autre club. Il y a les agents, il y a les entourages des joueurs, la famille. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver un joueur qui ne parle pas avec personne. Donc, ou l'agent, ou le frère, ou la mère, ou je ne sais pas qui, il y a toujours quelqu'un qui parle avec un journaliste, avec un ami qui a dit, qu'il connaît. Il suffit qu'un parle et c'est fini. Un parle et c'est fini. Donc oui, c'est très difficile, mais on cherche toujours de travailler avec discrétion et on demande ça à tout le monde. C'est pour nous un peu une obsession aussi, mais ok, c'est pas facile maintenant parce que, comme je te dis, il y a beaucoup de gens qui ont l'information et donc quand tu l'as avec l'agent ou avec les joueurs, c'est bien. Quand ils commencent à avoir des autres gens, c'est difficile. Okay. Le centre de formation, c'est important. Il y a un gros travail qui est fait au niveau du centre de formation. Il y a plein d'énormes talents dans la région. C'est très difficile de les récupérer. C'est un gros travail, limite des fois plus dur que le mercato. C'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quoi le travail qui va être fait sur le centre de formation pour avoir plus de joueurs qui sortent du centre? Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est pas normal qu'il y ait aussi peu de joueurs qui sortent du centre de formation à l'OM alors que la région regorge de talents. Non, je pense qu'on est en train de changer des choses parce qu'on a changé l'été dernier. On change en continuation pour améliorer, parce que, comme tu as dit, c'est pas possible que dans cette région, dans cette ville, avec la passion qu'il y a pour le foot, pour l'Olympique de Marseille, on n'a pas de joueurs ici. On va à travailler sur ça et on va améliorer ça, j'espère. On a commencé, sont petites choses, mais on a gagné le titre avec les U17. On est arrivé en demi-finale avec les U19. On est content du changement qu'on est en train de faire et c'est une chose parce que le centre de formation, c'est pas comme l'équipe principale. Le changement, il faut attendre, il faut avoir patience parce que tu peux voir le résultat dans une année, 2, 3, 4, tu sais pas, c'est pas une chose immédiate. Mais on veut améliorer là, oui. Là, c'est des questions un peu, c'est votre sensibilité à vous. Je vais vous demander comme ça en un mot ce que vous préférez parmi différents secteurs dans le foot. Est-ce que vous avez un joueur préféré depuis toute votre vie? Quand j'étais jeune, pour moi, c'était Nesta, Alessandro Nesta. Est-ce que vous avez un entraîneur préféré? Un entraîneur préféré? Non. Non,
Non, je vais dire mon entraîneur maintenant. Ok. Mais Arrigo Sacchi et tout, c'est quand même des influences? Oui, bien sûr. Saki, il Changer était, le football. oui, il a changé beaucoup. Mais je pense qu'en Espagne, on avait aussi des entraîneurs qui ont changé beaucoup, à part de Guardiola, mais des gens qui, comme Luis Aragonés ou comme Del Bosque, ils ont changé un peu la mentalité, parce qu'avec eux, l'Espagne a gagné. Gagné. Et donc, ça c'est important. Si vous deviez résumer en quelques mots votre vision du foot aujourd'hui, la vision du foot en tout cas, vous qui vous passionne, qui vous fait vibrer, ce serait quoi le football parfait selon Javier Ribalta? Comment on joue? On est une équipe physique, mais aussi technique. On court beaucoup. C'est une équipe qui presse, qui court. C'est une équipe aussi avec des talents, La créativité. de créativité. Et je pense que c'est important la solidité aussi, parce que pour gagner, pour avoir des résultats, tu dois être solide aussi défensivement. Mais défensivement, le travail de toute l'équipe, pas que la ligne défensive, non? C'est toute l'équipe. Donc, être solidaire, être une équipe qui court, une équipe qui travaille et une équipe qui a de talent aussi. J'aime un foot, on va dire, total, mais c'est vrai qu'ils ont de valeurs. L'équipe première avant qu'un joueur, pour moi, c'est une chose importante. Et je pense que si tu vas voir les équipes qui gagnent des titres, ils sont comme ça. Man City, cette année, il a gagné la Champions League après des années qu'ils ont. C'est un long processus. Mais parce qu'ils sont arrivés comme équipe, à la maturité comme équipe pour gagner ça. C'est toujours cette Bayern Munich, cette équipe comme ça que j'aime beaucoup. Les équipes solidaires, les équipes qui travaillent, les équipes qui après, ils ont les qualités, bien sûr, parce que c'est impossible, mais si tu n'as pas la première part, si tu n'as pas un esprit d'équipe, une solidarité, je pense que c'est difficile après avoir des résultats. Et on peut réussir à faire de grandes choses tout en n'ayant pas forcément que des stars, juste en travaillant bien. Il y a eu l'Ajax, l'Atalanta, c'est des choses qui prouvent qu'aujourd'hui on peut, et c'est un peu, je pense, la volonté de Marseille, c'est de bosser de cette manière-là pour atteindre ce genre d'objectif. Mais malheureusement pour nous, on a un exemple en France aussi, que c'est Lens. Non? Parce qu'on doit parler de Lens, si on regarde la réalité française. Et Lens, ils ont fait un grand travail, et c'est la vérité. Et c'est ça, c'est une équipe qui travaille avec un esprit incroyable et avec de bons joueurs, bien sûr, mais pas avec des gros noms ou des gros joueurs qui ont fait l'histoire du foot. Ce sont de très bons joueurs, mais ils ont un travail incroyable de coach et d'équipe. Ici en France, on a cet exemple, mais c'est vrai que dans le foot actuel, il ne faut pas avoir de grands noms pour avoir succès. Merci Javier. Donc, merci. C'était un plaisir. Vous avez passé un plaisir. Moment, très bien. On a parlé de jeux, d'actualité, un peu de tout. On a appris à vous connaître aussi. Vous êtes discret dans les médias, donc c'est vraiment un plaisir pour le supporter marseillais. Pour moi, c'est toujours un plaisir. Et, comme je dis, je comprends très bien que le foot, c'est des supporters, c'est pour les supporters. Donc, nous dirigeants, on doit comprendre ça. Après, c'est pas facile. C'est pas facile d'arriver à tout, et j'aime pas beaucoup d'aller en avant, à la presse comme ça, mais ok, je pense que c'est aussi juste que les supporters connaissent qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille, pourquoi on fait ça. On fait ça pour les supporters. Donc, c'est ça.
C'est l'essentiel. Merci, Ouais. merci à vous. Merci à vous, un plaisir. C'était un plaisir, c'était un bonheur de parler jeu, actualité, mercato avec Javier Ribalta, grande personnalité, un amoureux du jeu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'entretien. Ciao à tous.